Ce que je vous propose, c'est de démarrer dès à présent, de passer la parole donc à Yves Saout, euh, délégué régional sur la région nord-ouest de la France et en même temps conseiller à la sécurité qui va intervenir pour la majeure partie de cette présentation. À toi, Yves. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, bienvenue dans ce premier module des rendez-vous de la PTH. Tout d'abord, un petit micro accueil sécurité, si vous permettez. J'espère que vous êtes tous bien installés. Vous avez un petit verre d'eau parce qu'il fait relativement lourd ici en région parisienne et que nous passerons donc agréablement cette petite heure, voire un peu plus si vous avez des questions. Alors, donc, l'ADR est une des réglementations du transport des matières dangereuses que nous avons symbolisé ici donc, sur un iceberg, puisque que l'on parle de l'ADR. Cette réglementation cache en fait en obligation de formation tout un ensemble de codes que vous connaissez par ailleurs, et donc l'ADR s'applique sans préjudice aux autres codes existants, ce qui veut dire que l'ADR va donc expliciter, préciser, d'accord, l'application dans le périmètre qui est le sien, c'est-à-dire le transport des matières dangereuses. Pour mémoire, je vous rappelle qu'il y a un code par mode de transport. Aussi, il y a un code, l'ADR étant le transport de matières dangereuses par route. Il y a un code pour les autres modes dits terrestres, qui sont le fluvial et le ferroviaire, et il existe un code pour le monde maritime conditionné, précise, hein, puisque tout ce qui est vraquier, pétrolier, gazier, ont chacun un code spécifique. Et un code pour l'aérien qui s'appelle donc le IAT. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de ne parler que de l'ADR et de l'arrêté français, puisque on verra. L'ADR, c'est donc une réglementation, on va dire, relativement récente, puisqu'elle est née en 1957, lorsque les membres de la CECA, qui étaient donc formés par la Communauté européenne des charbons d'acier, ont décidé d'avoir des échanges communs et donc d'avoir une réglementation commune internationale afin de faciliter leurs échanges. D'accord. Et ce texte a été rédigé sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. La CECA devenant au 1er janvier 50 l'Union européenne. Donc l'ADR ou l'accord européen relatif au transport international des matières dangereuses par route est resté comme sous ce nom jusqu'en 2019. Et depuis 2019, du fait d'un certain nombre de pays, je veux dire hors européen, alors hors Europe, Union européenne ou hors Europe géographiquement, ont rejoint cet accord et donc il est devenu l'accord relatif au transport international des matières dangereuses par route. Voilà, donc l'ADR est composé de 2 volumes qui contiennent 9 parties, ils sont environ 1300 pages et il y a 52 pays signataires. Quoique, voilà, il y a 53 pays signataires, puisque l'Arménie a rejoint la communauté de l'ADR depuis le 15 avril cette année. L'ADR ne peut s'appliquer que grâce en fait à un arrêté national qui va expliciter, qui va dire que on applique l'arrêté TMD au sein de nos nations. D'accord. Cet arrêté TMD est lui-même, et là je dirais à tout seigneur, tout honneur, l'héritier d'un texte beaucoup plus vieux, puisque le premier texte légiférant le transport des matières dangereuses a été rédigé et mis en action le 18 juin 1870 pour la France, et qui se nomme donc la loi du 18 juin 1870 sur le transport par eau et par voie de terre, d'accord, et qui a évolué de fil en aiguille jusqu'à arriver donc à nos jours. Cet arrêté TMD reprend depuis 1997 en fait, date à laquelle nous avons donc sacrifié la majeure partie du texte franco-français qui existait sur l'autel de l'ADR.
il reste un certain nombre de petits textes complémentaires qui étaient au départ donc des textes permettant la transposition et la continuation de l'utilisation de particularités françaises sans qu'elles soient donc automatiquement terminées à la mise en œuvre de l'ADR. Et il reste donc quelques particularités sur les 3 modes de transport, puisqu'on dit bien l'arrêté TMD, donc qui regroupe les transports routiers, ferroviaires et fluviaux. Et on reviendra dessus. Chaque pays qui donc utilise l'ADR pour ses transports nationaux et internationaux a bien sûr un arrêté de transposition. Donc nous aurons par exemple l'arrêté belge, l'arrêté du Grand-Duché du Luxembourg, l'arrêté suisse, l'arrêté allemand, l'arrêté néerlandais, etc., etc. Et donc on peut trouver des particularités dans chacun de ces arrêtés complémentaires à l'ADR, complémentaires que ce soit pour un transport national ou un transport international. L'ADR définit donc tous les acteurs et les responsabilités de chacun d'entre eux. Là, je ferai peut-être un petit parallèle avec les contrats de transport type, dans un certain cas, d'accord? Ce qui va dire qu'à chacun des acteurs qui ont été définis, nous allons trouver donc un certain nombre de missions, de responsabilités, et donc la réglementation va lui incomber un certain nombre d'obligations. Donc, lorsqu'on parle de l'expéditeur, c'est bien au tout début le premier producteur du produit, celui qui va créer la molécule et qui va après l'expédier pour la première fois, puis après on pourra retrouver tous les autres expéditeurs lorsqu'il y aura rupture de, excusez-moi, lorsqu'il y aura une rupture donc, dans la chaîne du transport, hein, un stockage, un passage à quai, etc. Le remplisseur va être donc l'entreprise ou le salarié qui va donc remplir un emballage. Le chargeur va être le salarié ou l'entreprise qui va charger physiquement cet emballage dans un véhicule pour un transport. L'emballeur va être le salarié ou, entre guillemets, l'entreprise de ce salarié qui va emballer ce produit. Le transporteur, eh bien, qui est contrat transport ou pas pour un compte propre, eh bien, donc, le salarié ou l'entreprise qui va transporter d'un point A à un point B ce produit emballé. Voilà. L'exploitant d'un conteneur citerne, donc c'est un métier très particulier, et puis le destinataire, c'est bien donc le salarié ou l'entreprise qui va réceptionner, in fine, ce produit à la fin d'un transport. Et nous trouvons aussi le déchargeur qui est lui donc le salarié ou la personne de l'entreprise qui va sortir, décharger la matière dangereuse de ce véhicule. Donc, pourquoi formons-nous? Eh bien, nous formons pour sécuriser cette chaîne d'opération dans le transport, hein, d'accord? Que ça soit dès le départ, quant à l'identification de la matière, puisqu'il faut bien maîtriser cette réglementation pour pouvoir, entre guillemets, pratiquer les expériences en laboratoire qui vont pouvoir comparer les résultats sur ce produit du tableau dans lequel on a classifié, notifié à partir de quel moment et jusqu'à quel moment la marchandise va être considérée comme étant une marchandise dangereuse. Et puis après, il va bien falloir remplir des emballages qui auront été achetés en conformité. Ça veut dire que tous les emballages qui sont utilisés vont devoir subir des tests, hein. Je pourrais faire une comparaison simple. Vous avez tous vu à la télé ces crash tests de voitures. Eh bien, on fait subir effectivement des traitements parfois pas très, très sympathiques aux emballages qui vont servir à transporter ces marchandises. Et ces emballages vont être après donc agréés et donc vont recevoir un marquage spécifique pour transporter ces marchandises. Il y va du même quant au choix du matériel, quand on transportera des marchandises en non conditionné, c'est-à-dire en particulier en citerne, puisque le choix de la citerne va impacter en fait sur la résistance et la sécurisation du transport. On va donc aussi avoir des obligations quant au chargement, à la signalisation du véhicule, des obligations de sécurité pendant le transport, jusqu'en sécuriser pendant la phase de déchargement, de livraison du produit. Donc, pour sécuriser tout cela et pour que chacun
à sa place dans la chaîne de réalisation de l'acte de transport, il est nécessaire de passer tous les acteurs de la chaîne de réalisation ou de décision de réalisation de l'acte de transport en formation, de façon à ce que chacun sache à quoi il doit, entre guillemets, veiller pour avoir un transport qui soit sécurisé, donc un transport sans incident et sans accident. L'ADR cible 3 publics très particuliers. Le premier, celui qu'on va appeler les intervenants du transport. Grosso modo, c'est tous les acteurs, sauf le conducteur qui signalera son véhicule comme transportant des matières dangereuses. Et cette signalisation, vous la connaissez tous, c'est ces plaques oranges qu'on l'on voit à l'avant et à l'arrière des unités de transport du véhicule. Le second, et qui lui est très particulier parce que très normé, c'est la formation des conducteurs par eux-mêmes, hein, d'accord. Quand je dis par eux-mêmes, c'est, excusez-moi, c'est le conducteur qui va conduire le véhicule. Et puis, le dernier, entre guillemets, acteur qui a une obligation, c'est le conseiller à la sécurité. Les intervenants en transport, c'est une formation qui est obligatoire, mais sur laquelle il n'y a pas de passage d'examen. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas soumis à un examen, il peut être suivi à un contrôle de connaissances, mais pas obligatoirement à un examen, je dirais un examen d'état par délégation. Le conducteur, lui qui signera son véhicule avec des plaques oranges, doit passer une formation qui est très codifiée et avec un passage d'examen. D'accord? Et à la suite de cet examen, il a obtenu la qualification ou ne l'a pas obtenue. Et le conseiller sécurité, lui aussi, est donc dans l'obligation de suivre une formation avec un examen. Cet examen, comme celui du conducteur, renouvelable tous les 5 ans, mais il reviendra pour chacun d'entre eux en développant les thématiques qui vont suivre. Alors, le chapitre 1.3, ou la formation des intervenants. Toute personne dans la chaîne de décision de réalisation de l'acte de transport, y compris les conducteurs qui ne sont pas soumis à l'ADR grâce à des dispenses partielles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas signaler leur véhicule par des plaques oranges, sont dans l'obligation de suivre la formation dite du chapitre 1.3. Cette formation va avoir 2 niveaux en fonction des responsabilités et des fonctions de son poste, de sa mission au sein de l'entreprise. Tout d'abord, premier niveau, ça va être une sensibilisation générale, c'est-à-dire il doit connaître en fait ce que c'est, entre guillemets, la réglementation relative au transport des matières dangereuses. De manière relativement simple, c'est plus là, on fait, on va dire, une sensibilisation. Et puis, une fois que cette sensibilisation est acquise, il va devoir recevoir une formation spécifique, détaillée, d'accord, et parfaitement adaptée à ses fonctions et à sa responsabilité. Si cet opérateur, cette personne travaille dans une chaîne de transport multimodal, il devra acquérir toutes les compétences sur les modes de transport de cette chaîne multimodale. D'accord? Et une formation en matière de sécurité, puisque les matières dangereuses sont des matières donc, qui sont dangereuses pour l'être humain ou son environnement, et donc adaptées en fonction de ses responsabilités et des risques de blessure ou d'exposition sur le terrain. Donc c'est bien ce que l'on dit là, hein, formation adaptée et proportionnelle aux responsabilités et aux tâches. Prenons un exemple. L'exemple de la station-service, c'est un lieu que nous fréquentons tous régulièrement, qui est un lieu classé entre guillemets ICPE, hein, c'est un site dangereux, et donc on va former les personnels de ces stations à la réception du carburant, puisque les véhicules vont venir livrer du carburant que après vous allez réutiliser à bord de vos, lorsque vous ferez des achats et les pleins de véhicules, mais il y a aussi une réexpédition de déchets. Déchets, c'est tout ce que les petites égoutures que vous faites lorsque ça coule du pistolet entre votre véhicule à la fin d'un plein et là où on raccroche hein, sur la pompe le pistolet. Et puis, c'est aussi ces égoutures qui, entre guillemets, avec les pluies, vont éventuellement couler vers eh bien, les réseaux d'eau usée. Et donc, entre-temps, on met des filtres, d'accord, des bacs
de décanteurs pour récupérer. Et donc, on est bien obligé de expédier ces déchets. Une formation adaptée, alors là, on a mis, c'est un cas basique, 3 personnes, un gérant, un technicien, un opérateur. Et donc, on aura ici une formation avec un certain nombre de thèmes, d'accord, relativement longues, plus des visites techniques, plus un certain nombre de choses, d'accord. Le technicien aura donc un module qui sera plus court en formation et l'opérateur de la station, eh ben, lui, aura un module encore un peu plus court puisque ses responsabilités sont beaucoup plus limitées quant à l'utilisation et aux actes de décision qu'il aura à prendre. L'adaptation, donc en fonction dans le poste, donc le cadre, et là, on a mis un certain nombre de modules à suivre, d'accord, qui vont être, donc là, c'est un cadre qui encadre les transports en citerne et en conditionné. Donc, vous avez un parcours de formation plutôt long. L'exploitant va avoir un parcours de formation un peu plus court. Le conducteur, eh bien, le conducteur qui, lui, n'est pas un conducteur, d'accord, se signalant comme transportant les matières dangereuses par des plaques oranges, donc bénéficiant des exemptions partielles de l'ADR, va devoir suivre un certain nombre de thèmes. Et puis, l'opérateur de quai, si on est conditionné, eh ben lui, il en suivra encore un certain nombre complémentaires et bien en phase avec son métier et les risques qu'il a au quotidien sur le terrain. Ces formations doivent être renouvelées régulièrement, d'accord? Lorsque je vous ai dit ça, j'ai tout dit. L'ADR n'en dit pas beaucoup plus. Il n'y a qu'un seul code qui est un peu plus précis quant aux obligations de formation et aux thématiques à suivre, c'est l'IMDG. Aussi, je me suis amusé, entre guillemets, à vous présenter une transposition du tableau des compétences du chapitre 1.3 de l'IMDG sur un personnel chargé de décharger les unités de transport en conditionné selon l'ADR par rapport à ce besoin. C'est bien une adaptation du 1.1.3.5 de l'ADR. Eh bien, cet intervenant, donc personnel de manutention, d'accord, devra maîtriser des documents de transport, les classes et matières dangereuses, les marquages, les étiquetages et le placardage, les prescriptions relatives à l'arrimage, les restrictions de chargement, les consignes de sécurité, les procédures relatives à la sécurité de la manutention et la maîtrise de la charge utile des unités de transport. Voilà. Pour ne parler que de l'ADR. Ces formations des intervenants donc, doivent être, je l'ai dit tout à l'heure, suivies de recyclage périodique, d'accord? Et comme la France est relativement procédurière, n'oubliez pas que chaque formation doit être accompagnée de programmes de formation, de feuilles de présence paraffées, d'accord? Ces programmes de formation et ces attestations de formation doivent être remis aux salariés par l'employeur et conservés par l'employeur dans le dossier de chacun des salariés. Voilà, j'ai fait apparaître une attestation type de la PTH. Avez-vous des questions concernant ce chapitre 1.3? A priori, je regarde mon collègue qui était... Au moment où je vous parle, il n'y a eu aucune question écrite qui est arrivée. Donc, j'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à utiliser l'onglet conversation. Là, il y a eu quelques informations, des gens qui nous ont dit bonjour. Une question sur la copie de la présentation, je vous en parlerai après. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais justement, le personnel qui attendez, voilà, ça arrive. Le personnel qui intervient au niveau de l'ADV est-il concerné, de l'administration des ventes? Tout à fait, tout à fait. Alors, attention, quand on entend par ADV, est-ce que c'est la vente d'un produit avec des conditionnements et après, est-ce qu'il y a un impact sur l'achat du transport ou pas? Parce que si c'est une marchandise, une vente emportée par le client, il n'y a pas de souci, entre guillemets. Enfin, pas de souci, il y a des obligations à vérifier. Tout dépend qui va charger la marchandise à bord. Par contre, effectivement, à la vente, oui, parce qu'il y a au moins le nom du produit
dans son intégralité, il faudra notifier, et en particulier dans le nom du produit, les volumes, la classification, parce que ça peut avoir un impact quant au choix du véhicule ou le choix du conducteur si c'est un transport livré. Deuxième question, mais tu y as déjà un peu répondu, Yves. La fréquence de la formation. Eh bien, vas-y. Alors, l'ADR ne spécifie aucune fréquence concernant les formations pour les intervenants. Je précise bien. Par contre, elle doit être renouvelée à chaque changement réglementaire qui va concerner chacune des personnes de l'entreprise en fonction de leur responsabilité. On peut aussi envisager un renouvellement lorsque l'on pratique des audits ou suite à un incident, un accident, de façon à remettre les compétences des personnes à jour. Régulièrement, à minima entre 2 et 5 ans, un recyclage serait de bien escient. Trois raisons, enfin, quelqu'un annonce que 3 raisons. Attendez, je réouvre mon micro. 3 raisons de recyclage sont le changement de poste, l'évolution Oui. et l'évolution réglementaire, effectivement. Effectivement, alors, s'il y a changement de poste, il n'y a pas forcément recyclage. Il y a formation à un nouveau poste. C'est pas pareil. Puisque j'ai dit qu'on faisait une formation en fonction de chacune des tâches et des missions de la personne, entre guillemets, des fonctions. Donc effectivement, quelqu'un qui passe de chef de quai à exploitant va avoir de nouvelles fonctions, donc va devoir monter en compétences. Et effectivement, s'il est touché dans son activité par un changement réglementaire de l'ADR qui a lieu tous les 2 ans et qui a des modifications substantielles ou même mineures, il devra suivre un recyclage de sa formation à ce changement réglementaire. Une dernière question. Une entreprise qui vend des produits de matières dangereuses, mais qui sous-traite le transport, doit-elle tout de même former son personnel selon le 1.3? Tout à fait. Au moins pour la rédaction des documents de transport qui vont être émis et qui vont accompagner la marchandise. Et puis, aussi pour les personnes qui vont réceptionner ces marchandises. Alors, je dis réceptionner parce que si ça peut être aussi un revendeur, d'accord? Donc il achète des marchandises qui sont déjà toutes, conditionnées, donc il va les réceptionner toutes conditionnées, il va les réexpédier en tant que telles, sans modifier le conditionnement. Là, je suis très précis là-dessus, puisque autrement il faudra racheter des conditionnements, des emballages en conformité. Ce qui veut dire qu'ils vont redevenir emballeurs, conditionneurs. Et puis, si c'est leur personnel manutentionnaire qui prépare les commandes et les amène jusqu'à l'arrière du véhicule, voire qui les charge, après tout dépendra des contrats type de transport et des prescriptions qui ont été prévues avec ces contrats et ces transporteurs, ça peut être effectivement ces personnels de manutention qui sont dans l'obligation d'être formés, ainsi que les chefs d'équipe et en remontant toute la hiérarchie jusqu'au chef d'entreprise. S'il n'y a plus d'autres questions, écoutez, nous passons au chapitre suivant, qui va être la formation des conducteurs. Conducteurs, donc se signalant comme étant à bord de véhicules transportant des matières dangereuses, donc comme je le dis, se signalant par des plaques oranges à l'avant et à l'arrière. Il y a une particularité, c'est que l'annexe 1 de l'arrêté TMD intervient dans ce parcours de formation, mais vous verrez la petite subtilité tout à l'heure. Donc, je me répète par rapport à ce que j'ai dit sur le chapitre 1.3, les conducteurs qui conduisent des véhicules bénéficiant des dispenses partielles de l'ADR ne sont pas dans l'obligation d'avoir une formation en tant que conducteur, entre guillemets ADR, selon le chapitre 8.2, mais sont soumis à l'obligation de formation du chapitre 1.3. Et j'attire votre attention parce que nous avons de plus en plus de retours
de contrôle sur la route, sur des lieux de chargement et des contrôles en entreprise par les DREAL qui deviennent très tatillons sur ces formations. Le travail est bien fait et les contrôles sont très facilement faisables puisque pour les véhicules qui transportent des marchandises dangereuses au-dessus des seuils, puisqu'ils mettent des plaques oranges. Donc là, c'est facile de contrôler. Et là, quand ils trouvent effectivement des personnes qui sont au-dessous des seuils, eh ben, ils deviennent de plus en plus inquisiteurs quant au contenu de la formation et la régularité de cette formation. Hein, je dis bien, elle est obligatoire et elle relève du chapitre 1.3. Quelles formations et quel type de véhicule? Eh bien, lorsque l'on passe, entre guillemets, à la formation dite ADR 8.2, hein, d'accord, eh bien, tous les véhicules, sans aucune distinction de masse, du moment que l'on met une plaque orange à l'avant et à l'arrière, imposent que les conducteurs soient formés selon ce chapitre. D'accord? Donc, on va avoir la formation de base qui maintenant est très connue, d'accord, hein, et elle sera la base, le socle à toutes les spécialités que l'on pourra venir rechercher. Elle permettra de transporter les matières dangereuses en colis, c'est-à-dire en conditionné, que ce soit des fûts, des cartons, des bouteilles, des GRV, d'accord, ces grands récipients vrac, qui sont des engins donc manutentionnables uniquement avec des engins de transport, ou le colis vrac, c'est-à-dire le transport en benne, puisque la benne n'est pas une citerne dans la déterminaison. Par contre, avec cette formation initiale de base, ils ne peuvent transporter des objets et des matières des classes 1 et 7, ainsi que des matières transportées en citerne. La formation de base, donc, dure 3 jours, pardon. Elle est suivie de 5 spécialisations, en particulier la formation citerne étendue qui elle dure 4 jours, des 2 spécialisations franco-françaises. Donc elles sont issues de l'arrêté TMD, d'accord, puisque elles existaient avant 1997 dans la réglementation française, et lorsque l'on a sacrifié le RTMDR, la réglementation française, sur l'autel de l'ADR, un certain nombre de personnes étaient formées. Ce sont des formations dites restreintes, c'est-à-dire qu'elles suivent tous les modules obligatoires de la formation citerne, mais restreintes à un certain nombre de produits. Alors, il y a 13 produits pétroliers courants, d'accord, et 5 produits gazeux. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi, cette formation franco-française a été donc est valide sur le territoire national et a été présentée dans les groupes de travail de l'ADR, et elle est reconnue par l'ADR comme étant une spécialisation française restreinte, ce qui veut dire qu'un conducteur français peut très bien aller transporter, décharger, recharger et livrer dans un pays membre de l'Union européenne. Elle est reconnue au même titre que la formation citerne étendue, mais limitée aux produits qui sont susnommés sur le détail au dos du CADR. Et puis les 2 classes particulières, qui sont la classe 1 et la classe 7, qui, elles, ont besoin d'une formation complémentaire très poussée, hein, puisque ce sont des produits plutôt dangereux et peu courants. En recyclage, nous avons exactement la même structure, d'accord, hein, le recyclage de base est réduit à une durée de 2 jours, et les 5 spécialisations sont aussi des formations réduites en temps. Le recyclage de la citerne étendue dure 2 jours. Le recyclage des formations restreintes et des formations de la classe 1 et la classe 7 ne dure plus qu'une journée. Voilà. Je vous rappelle pour mémoire que ces formations en recyclage doivent être réalisées dans la dernière année du cycle de 5 ans, n'importe quand, et elles repartiront à la date anniversaire, d'accord? Ce qui fait que nous n'aurons pas de rupture. Vous pouvez anticiper à tout moment, pendant cette 5e année, le recyclage. Et elle repartira, je sais bien, à la date anniversaire, donc on ne perd pas de date, pas un jour de formation. Comment obtenir le certificat pour le conducteur? Eh bien, il est tenu de suivre la formation auprès d'un organisme agréé par le ministère des Transports, par délégation, de répondre à un QCM de 30 questions, qu'il soit écrit ou en numérique,
Et s'il a 70% de bonnes réponses, eh bien, il obtiendra sa fameuse carte ADR qui lui permettra de conduire des véhicules signalant et transportant des matières dangereuses au-dessous des seuils des dispositions partielles. Présentation donc recto verso d'une carte chronoservice entre guillemets, hein, carte CADR. Donc vous avez bien maintenant la photo de la personne puisque c'est un document de sécurité et un document d'identité, hein, et de sûreté qui permet de vérifier que la personne qui est face à vous lorsque vous remettez une marchandise est bien le bon interlocuteur avec un numéro de série, hein, d'accord, son nom, son prénom, sa date de naissance, l'organisme qui a délivré la formation et la fameuse DLV. D'accord, ici on a donc une formation qui est valable jusqu'au 25/06/2025 et donc cette personne devra recycler à partir du 26/06/2024, n'importe quand dans l'année, il repartira à la bonne date du 25/06/2025 pour 5 ans après son recyclage. Au verso, vous avez donc 2 colonnes. Une première colonne qui est dit en citerne. Donc là, c'est une formation citerne et on a donc les classes pour lesquelles il est habilité. Si on avait une formation restreinte de produits pétroliers, nous verrons tout à l'heure, les numéros ONU uniquement. Et puis, autrement qu'en citerne, ça veut bien dire donc c'est la formation de base. Et donc là, on a toutes les classes pour lesquelles il est habilité. Donc c'est une carte en matière plastique, hein, normée maintenant du format d'une carte de crédit classique. Le verso de la formation, voilà, on le voit apparaître, hein, d'accord. Donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, les classes ou les numéros de série, voilà, les numéros des classes, pardon. Donc autrement qu'en citerne, pour le transport des marchandises conditionnées ou en benne, et en citerne pour donc les citernes routières, les conteneurs citernes ou les citernes mobiles. Donc le certificat de base, un exemple, on a bien une personne sur le premier verso en haut, uniquement les classes, donc autrement qu'en citerne, c'est bien la base. En bas, on a une formation base plus citerne, d'accord, et de l'autre côté, vous avez une base plus des citernes restreintes produits pétroliers, et on trouve bien les codes ONU, d'accord, 1202, 1203, 1223, etc., ainsi que les codes ONU limités aux huiles de chauffe lourdes et les bitumes, 3082, 3256 et 3257. La validité du certificat, je l'ai dit tout à l'heure, donc une validité de 5 ans, d'accord, à la DLV. Et si entre une base et cette fin de validité, le conducteur vient se greffer une spécialisation, que ce soit une citerne restreinte, une formation classe 1 ou classe 7, cette nouvelle spécialisation prendra effet donc aux dates de passage de l'examen et de la réussite, d'accord, mais sera limitée dans le temps jusqu'à la DLV de la base et donc s'éteindra, sauf recyclage, avec la même validité que cette base. Question concernant la formation des chapitres 8.2 sur les conducteurs se signalant comme transportant des marchandises dangereuses par des plaques oranges. Aucune question. Bon. Eh bien, nous allons donc avancer et évoquer la troisième personne, troisième métier où la formation est obligatoire, hein, c'est la formation du conseiller à la sécurité, sur le chapitre 1.8.3 de l'ADR. D'accord. Le conseiller sécurité pour le transport des matières dangereuses, dit CSTMD, d'accord, qui doit donc apporter ses connaissances, ses conseils, ses recommandations auprès du chef d'entreprise, qui l'emploie, hein, d'accord, que ce soit un conseiller interne ou un conseiller externe, et qui doit promouvoir tout moyen pour
que l'entreprise pour laquelle il travaille respecte la réglementation et travaille dans des conditions optimales de sécurité. La formation qui n'était pas obligatoire, qui était préconisée jusque dernièrement, est devenue obligatoire, d'accord? Et il doit passer, et cette formation doit se dérouler avant le passage de l'examen organisé par le CIFMD. Alors, la formation qui est devenue obligatoire doit reprendre les modes de transport et les classes pour lesquelles le candidat va passer l'examen, le périmètre. D'accord? Donc, si le candidat se présente uniquement pour la route, il faudra que les modules de formation ne portent que sur la route. S'il doit porter sur la route et les chemins de fer, eh bien, il sera dans l'obligation de présenter donc, et de se former à ces deux modes de transport, et après, en fonction des classes possibles, hein, d'accord, spécialisation, classe 1, classe 2, classe 7, et ce qu'on va appeler les de 3 à 9, sauf 7, d'accord, puisque la formation restreinte aux produits 1202, 1203, 1223 a disparu. Le certificat est valable pendant 5 ans, d'accord, et donc il renouvellera son examen et il renouvellera sa formation avant de repasser son recyclage. Obligation donc de se former et de présenter les attestations de formation auprès au CIFMD, d'accord. Ces attestations seront validées, le périmètre sera confirmé, comme quoi il a bien suivi la formation. Et ce, avant de passage de l'examen. Si un candidat ne présente pas les attestations, ou si le CIFMD considère que le périmètre n'est pas suffisant, un candidat pourra voir son inscription annulée. C'est une des dernières nouveautés. Petite précision, la formation doit avoir été réalisée dans l'année qui précède le jour de l'examen, pour l'examen du Conseil de sécurité, naturellement. Donc 1 an avant, dans l'année qui précède. Hein, d'accord? Donc mode de transport, spécialisation concernée et de moins d'1 an. L'examen initial, c'est un examen qui donc comprend un QCM afin de maîtriser et de valider les connaissances de réglementation ADR de la personne, et après un QCM de 50 à 80 questions. Voilà, donc une étude de cas importante. L'examen de renouvellement, donc 5 ans après, est limité, lui, à un QCM, toujours avec la même obligation de formation. QCM de 50 à 80 questions en fonction des classes choisies. L'autre nouveauté qui a eu lieu en parallèle de l'obligation de formation, c'est la dématérialisation de la modalité de l'examen, c'est-à-dire que nous ne nous rendrons plus dans des salles d'examen, mais l'examen se fera à partir d'un ordinateur, dans un lieu que le candidat choisit, et donc tout est enregistré, et donc c'est uniquement un examen numérique, avec quelques facilités de temps en temps des systèmes. L'examen pour l'année prochaine comprendra 3 sessions initiales, hein, pour 2023, et 5 sessions de renouvellement. Nous n'avons pas encore les dates, mais le calendrier ne devrait pas tarder à être publié. Avez-vous des questions concernant la formation obligatoire du conseiller à la sécurité? Monsieur Véry. Je suis en train de répondre à une question. Ah, excusez-moi. Je ne vois pas de question. Si une question a été posée sur le fait que, avec le certificat de conseiller à la sécurité français, peut-on exercer dans tous les autres pays adhérents à l'ADR? Oui. Et je rajoute, dans la langue du pays, c'est-à-dire Oui, que oui. vous êtes autorisé à intervenir
avec votre certificat français, mais vous devez intervenir et rendre votre rapport dans la langue du pays concerné. C'est-à-dire, si c'est en serbe, vous devez la rendre en serbe. Voilà. Mais vous êtes autorisé à Oui, c'est-à-dire intervenir. que le conseiller a quand même un certain nombre de responsabilités, celui de conseiller, d'auditer l'entreprise, hein, de le conseiller pour le remettre cette entreprise ou la faire avancer dans le droit chemin de l'ADR, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc effectivement, la portée de l'examen est européen, c'est quand je dis européen, pardon, international pour tous les pays signataires, mais nous avons systématiquement une barrière de la langue. Et donc, si vous n'êtes pas, comme disait, franco-serbe, entre guillemets, comme disait Dominique tout à l'instant, ça va rendre la chose un peu plus compliquée. D'autant plus que s'il y a accident, d'accord, il peut y avoir rapport d'accident, il y aura rapport d'accident, et ça veut dire qu'entre guillemets, il y aura enquête des autorités serbes, et il va falloir que vous veniez prouver ou vous communiquiez et que vous aidiez l'entreprise à, entre guillemets, montrer que vous avez que l'entreprise, parce que c'est pas vous, que l'entreprise a tout mis en œuvre pour respecter l'ADR. Et qu'après, il faudra rédiger donc des pistes de progression auprès de l'entreprise et conseiller l'entreprise afin de s'améliorer, que cet accident ne se reproduise pas. Ça complexifie un peu plus les choses. Avez-vous d'autres questions? Je vous rappelle que les langues régionales, pour nous, hein, le breton, le basque et d'autres. Pardon? Et l'alsacien, voilà, je mettais un certain nombre de personnes à dos, ne sont pas des langues reconnues par l'ADR. Ce sont vraiment les langues officielles des pays. Hein. Sinon, pas de questions, bah, écoutez, nous allons continuer, d'accord, euh, vers trois autres. Alors, formations obligatoires, mais qui ne sont pas forcément énoncées en tant que telles. Elles sont imposées par l'ADR toujours et par l'arrêté TMD, d'accord. Une formation aux techniques d'arrimage pour tous les opérateurs qui vont charger, décharger et arrimer les marchandises à bord des véhicules. Une obligation de sûreté. Alors là, je les ai gardés dans cet ordre, puisque c'est l'ordre chronologique et des numéros des chapitres de l'ADR. Et puis, une formation issue de l'arrêté TMD au remplissage et au véhicule et au vidange des véhicules. Mais je reviendrai en temps et en heure sur celui-là. Donc, la formation technique d'arrimage selon le chapitre 757 de l'ADR. L'ADR nous dit tout simplement que l'arrimage est obligatoire et qu'il est obligatoire de respecter les textes imposés, entre autres par le guide de bonne conduite et de bonne pratique européen, la directive européenne 2014-47 EU, tout simplement le code de la route qui nous impose d'arrimer les marchandises à bord des véhicules. Et je ferai une petite extension, mais chaque fois que vous montez d'abord d'un véhicule, vous arrimez le bien le plus précieux que nous ayons tous, notre vie, lorsque vous faites ce geste, hein, d'accord, de nous sangler à travers la ceinture de sécurité. Et puis d'autres textes complémentaires, hein, des directives de la CRAM, etc., viennent compléter tout cela. Donc, pour bien maîtriser les techniques d'arrimage, et en particulier le Code européen de bonne pratique, eh bien, il ne suffit pas de lire, il faut aussi le pratiquer. Parce que il y a des notions de physique, il y a des notions de connaissance des matériels qui sont mises à disposition des personnels pour arrimer la marchandise, il y a des techniques d'utilisation de ces matériels et des pratiques et de la pratique. Et bien souvent, quelqu'un qui arrime bien, eh bien, c'est qu'il a longtemps sué pour arriver à ce bon arrimage. Et il est vrai que en France, pendant un certain nombre d'années, l'arrimage a été un peu oublié par nombre de structures, et en particulier par les organes de formation de la branche. Donc, formation obligatoire, entre guillemets,
pour, je dis bien, tous les opérateurs, que ce soit les personnels de quai, de manutention, et ça en fonction aussi des contrats de prestations qui sont passés, et on va dire même des contrats type transport. Si vous prenez un contrat dit messagerie, hein, c'est le conducteur qui va s'auto-charger, s'auto-décharger et donc s'auto-arrimer. Si c'est un contrat dit de l'eau, eh bien, l'arrimage et le chargement se déroulent par les opérateurs du site sous la responsabilité du conducteur qui, lui, connaît son véhicule. Mais il faut bien que là, les deux types de personnel soient formés. Et puis après, on a les contrats spécifiques. Et les contrats spécifiques, eh bien, là, je ne peux rien en dire puisque je ne connais pas les clauses qui sont dedans, mais l'arrimage n'y échappera pas. D'accord? Et donc, faites attention à cela. C'est une formation qui n'est pas écrite, je dis bien comme ça dans le texte, mais comme on nous renvoie sur ces textes qui sont très techniques, seule une bonne formation peut permettre de ne pas avoir de pertes ou de marchandises abîmées pendant le transport. Je mettrai aussi une petite réflexion particulière, en particulier sur les conducteurs ou les personnels qui utilisent des transpalettes électriques. C'est une recommandation de formation qui était mise par la CRAM, mais il n'y a pas une obligation de passage d'examen comme pour un CACES sur les fameux chariots élévateurs qui sont, eux, donc autoportés. Et donc, s'il y a moindre accident, eh ben, on pourra rechercher ça aussi si la formation quant à l'utilisation de ces transpalettes électriques a été bien faite. Voilà. Alors qu'il n'y en a pas besoin pour le transpalette à main. Des formateurs expérimentés parce que il n'y a que des formateurs, des personnels ayant de l'expérience qui peuvent aider, faciliter la formation de vos salariés. Je vais passer tout de suite à... Tu as une question, Dominique? Oui, Qui charge sur l'un des transporteurs charge qui est responsable de l'arrimage. Tout dépendra du contrat de prestation qui a été passé lors de l'achat du transport. Est-ce que c'est un contrat type, je l'ai dit tout à l'heure, style contrat messagerie, où là c'est le conducteur qui se charge. Alors, quand je dis qu'il se charge, parfois on peut mettre la palette dans le camion, bien sûr, hein, avec un chariot élévateur s'il n'y a pas de quai, mais c'est le conducteur qui va caler sa palette, qui va la positionner dans le véhicule et qui va la sangler et l'arrimer. À l'inverse, si c'est un contrat type lot, c'est donc là les personnes du site qui vont prendre en charge sous le contrôle et bien sûr sous la responsabilité du conducteur qui lui connaît son camion, qui sait où sont ses points d'amarrage, qui connaît en fait la typologie du véhicule pour avoir une meilleure adhérence et une bonne stabilité, qui va donner des conseils aux salariés manutentionnaires qui, eux, vont faire l'arrimage. Et puis après, comme je dis, il y a le contrat spécifique où là, c'est vous qui avez écrit, vous ou la personne qui a acheté le transport, qui a rédigé en fait les contraintes. Et là, il faut le lire pour pouvoir répondre à votre question. Une autre question, Dominique? Non? Eh bien, je continue. Donc, le chapitre suivant, eh bien, c'est le chapitre 1.10, la sûreté. La sûreté, comme d'habitude, on va essayer de schématiser à travers 2 images, hein, d'accord? On a pris là un événement au Oklahoma City, le 19 avril 95 à 9 h du matin. 2 belles photos, un beau bâtiment et quelques minutes plus tard, grâce à un mélange de 2 tonnes de fioul et d'ammonitrate, eh bien, le bâtiment est plutôt défiguré, mais avec 168 morts et 674 blessés. Alors, l'ADR a réagi et en particulier depuis le 11 septembre, d'accord, et impose donc des formations à tous les personnels qui sont dans l'entreprise. Formation donc à la sûreté, qu'aussi bien pour le personnel administratif, le conseiller sécurité chez l'entreprise, les conducteurs, ce qu'on appelle les agents techniques, les personnels de manutention, et j'en passe, hein, d'accord. Toute personne qui intervient dans la chaîne de réalisation d'actes de transport doit être
en mesure de respecter et de connaître des mesures de sûreté. Ce qui nécessite une politique de sûreté de la part du chef d'entreprise, une répartition en organisation des tâches et donc une formation et une information quant à cette organisation, à sa répartition des tâches et des obligations. Que nous dit l'ADR? L'ADR nous dit que la formation en matière de sûreté doit avoir un minimum 2 niveaux. Le premier niveau qui est applicable à toutes les matières, d'accord, sauf exemption, d'accord. Alors, cette sensibilisation, au départ, on parle de sensibilisation, peut très bien, entre guillemets, être dans les formations 1.3 et aussi dans la formation 8.2, donc dans les formations conducteurs qu'on a vu tout à l'heure, hein, et opérateurs, on peut avoir un premier niveau de sensibilisation. Attention, c'est un niveau minimal. Là, on sensibilise les gens. Deuxième niveau, ça veut dire que c'est bien ce que j'ai dit juste après, hein, d'accord? C'est bien l'entreprise qui va mener sa politique de sûreté, et là, je dis bien par toutes les marchandises, d'accord, qui vont être transportées sans exemption. Quand je dis sans exemption, je vous rappelle que si on a 2 lots qui sont sous le 136, ces 2 lots différents, cumulés à bord du même véhicule, peuvent faire que le véhicule et le transport va passer au-dessus de ces seuils et donc devenir soumis à une formation donc de sensibilisation, une formation niveau 1 obligatoire pour toutes les marchandises, et après, une fois que ça c'est fait, on a un certain nombre de marchandises qui, elles, sont beaucoup plus facilement utilisables à des fins terroristes. Et donc, elles nécessiteront, et elles sont répertoriées dans un tableau particulier, hein, d'accord, l'application donc d'un plan de sûreté, et on les appelle ces marchandises des marchandises à haut risque. Mais n'oublions pas que très très souvent, les gens ont l'habitude d'aller directement en disant mon entreprise n'a pas de marchandises à haut risque, donc je ne suis pas concerné par la sûreté, ce qui est une erreur de traduction, puisque très souvent, beaucoup de personnes font un raccourci, sûreté égale, plan de sûreté égale marchandise à haut risque. Je vous rappelle que pour aider dans votre décision, vous pouvez avoir le guide de sûreté du CFMD, d'accord, ou aussi le guide de l'IRU concernant la sûreté des marchandises dangereuses, et qui reprennent à peu près ce même schéma, d'accord, où en fait on a un petit schéma décisionnel. Est-ce que mon transport est soumis ou pas, avec les références au chapitre applicable. Si je suis en dessous des seuils du 136, qui sont repris dans le indice 4, eh bien, la sûreté n'est pas applicable, entre guillemets. Attention, hein, je mets entre guillemets, puisqu'il suffit que vous ayez 2 lots pour que chacun de ces lots cumulés fasse que vous passiez sur le seuil, au-dessus du seuil. Et puis de l'autre côté, eh bien, je suis soumis, donc c'est applicable. Et là, je me pose la deuxième question, est-ce que dans ces marchandises, j'ai des marchandises à haut risque? Et là, oui, non, etc. Voilà. Avez-vous des questions concernant la sûreté? Dominique? Je regarde, je n'en vois pas. Donc, s'il n'y en a pas, je vais attaquer le troisième obligation de Pardon. formation qui, lui, n'est pas dans l'ADR et qui est bien donc la subsistance d'une pratique française qui est la formation d'opérations de déchargement et de vidange pour des citernes, hein, avec des postes de chargement et de vidange. Alors, si le chargement de la vidange a lieu et est réalisé par un employé de l'établissement, le conducteur ne sera responsable que du branchement de son véhicule de son côté, hein, et donc il est formé par le transporteur à cette fin. L'opérateur, quant à lui, est responsable des équipements de poste et est formé par l'entreprise d'accueil du véhicule selon le chapitre.
À l'inverse, si c'est une installation dite en automatique autrefois ou en libre service, ça veut dire que le conducteur seul opère. Il est donc responsable de l'intégrité de l'opération. Il doit donc être formé aux procédures de ce poste, soit par une formation générique au préalable, soit par une formation appropriée réalisée par l'entreprise d'accueil. D'accord? Et une description de cette formation, c'est-à-dire une description, c'est bien programme de formation, attestation de formation et feuille d'émargement, d'accord, devra être conservée par le conducteur et par l'établissement de prestation. Et cela répond, entre guillemets, à toutes les autres réglementations concernant les contraintes, en particulier les codes du CEFIC, de l'UFCC, de l'INRS en particulier, les R449, les R452, etc. Avez-vous des questions posées? Peux-tu répéter la fin de ton message parce qu'apparemment il y a eu des petites coupures. Ah, excusez-moi. Alors, à partir d'où? La dernière slide. La dernière slide, je recommence alors. Je recommence toutes ces slides. Donc, je disais que la formation des opérations de chargement et de vidange d'une citerne peut se faire selon deux types d'installations. La première, c'est un vidange qui a lieu par un employé d'établissement en présence du conducteur. Donc, le conducteur, lui, est responsable du branchement des flexibles à son véhicule et il est formé par le transporteur à ces fins. L'opérateur, lui, est responsable des équipements du poste de chargement ou de vidange et donc formé par l'entreprise d'accueil selon le chapitre 1.3 de l'ADR. Aucune particularité particulière. À l'opposé, on a un certain nombre d'installations qui sont dites en libre service. On les appelait autrefois des installations automatiques. Ce qui veut dire que le conducteur opère seul. Il est le seul responsable de l'opération. Il est formé aux procédures de ce poste. Et cette formation, ce parcours de formation peut être réalisé soit en amont par une formation générique reconnue par l'entreprise d'accueil, ou s'il n'y a pas cela, par le chef d'entreprise ou un de ses délégués, d'accord. Et dans ces cas, une description de la formation devra être conservée par le conducteur et par l'établissement. Je vous rappelle que on parle de description de la formation en droit français de la formation. Il ne faut pas oublier qu'il y a un programme de formation, une attestation de formation et des feuilles d'émargement paraffées. Les trois conditions sont obligatoires. Et cela répond complètement donc, aux guides et des différentes professions, que ce soit les guides édités par l'UFCC, par le CEFIC, par l'INRS. En particulier, par exemple, l'INRS, le R449, le R452 ou la R480, concernant en fait un certain nombre de types de véhicules. Voilà. Ou par des branches professionnelles autres, comme la FNSA, hein, avec un guide de bonne pratique de l'ADR, et j'en passe. Avez-vous des questions? Yves, tu m'entends? Oui. Oui, alors
Dominique est-il connecté? Ou nous avions une question tout à l'heure d'une dame concernant sûreté et précurseurs d'explosifs. J'ai répondu. Ah, très bien, d'accord. Merci Nadia. Donc, il n'y a apparemment pas d'autres questions. Très bien. Eh bien, nous allons faire un switch. Dominique va prendre la suite de la présentation. Et je vais prendre sa place. Excusez-nous pour ce petit temps mort. Donc, je vais donc vous parler des sanctions, puisque toute formation obligatoire est souvent liée à des sanctions et à des sanctions pénales ou contraventionnelles. Et à titre d'exemple, nous avons pris dans cette présentation 3 exemples en cas de défaut de respect d'une partie de ces obligations de formation. Si le conducteur est non formé, c'est-à-dire un conducteur qui transporte, par exemple, qui n'a pas son certificat ADR 8.2 au moment qu'il est sur un contrôle sur la route du véhicule, outre que le véhicule sera bloqué, il y aura une contravention de 5e classe. Si il y a défaut de formation ADR 1.3, aussi une contravention de 5e classe. Et au cas où l'entreprise n'aurait pas désigné de conseiller à la sécurité transport matières dangereuses, n'aurait pas déclaré de conseiller à la sécurité transport matières dangereuses, c'est un délit et qui peut aller de mémoire jusqu'à 30 000 € d'amende pour le chef d'entreprise et pour l'entreprise. Donc, vous voyez que à ces défauts de formation peuvent être associés des pénalités, des sanctions assez graves. Je crois qu'il faut l'avoir en tête, puisque ce sont, dans les cas que nous avons présentés, toutes des formations obligatoires imposées par la réglementation. Ces formations peuvent être dispensées par différents modes de formation. Bien entendu, vous connaissez tous la formation en présentiel, que je qualifierais d'être le mode de formation traditionnel. À ce jour, par exemple, les formations ADR 8.2 ne peuvent être dispensées qu'en formation présentielle. Il n'y a pas d'autres possibilités pour ces formations-là. En revanche, pour les autres formations que nous avons évoquées, que ce soit les formations 1.3 ou les formations conseillées à la sécurité, elles peuvent être aussi dispensées en classe virtuelle ou en formation e-learning. Classe virtuelle, comme nous aujourd'hui, en gros, si vous voulez, mais avec bien entendu des effectifs moins nombreux. Et formation e-learning, c'est une formation où vous achetez un package. La différence entre ces 3 formations, c'est que formation présentielle, il y a une interactivité très facilitée. Formation en classe virtuelle, elle est un peu plus compliquée du fait de la distance. Et en e-learning, bien entendu, l'interactivité est très limitée, voire inexistante. Mais il est aussi possible d'avoir des formations mixtes. Il nous est arrivé, par exemple, à la PTH, cette année, sur des parcours conseillés à la sécurité, de mixer classe virtuelle et formation en présentiel pour essayer de coller au maximum aux besoins et aux échéances qui nous ont été imposées par le CIFMD en termes de session d'examen. Comment financer ces formations? Il nous paraissait important, dans le cadre de cette présentation, de vous rappeler quelques modes de financement. Alors, je vais passer très rapidement parce que si autour de moi présent à cette réunion, vous avez des responsables des ressources humaines, ils seront tout aussi compétents et calés que moi pour rechercher les modes de financement, mais je voulais insister sur
essentiellement 2 points. Le premier point, pour les particuliers, les demandeurs d'emploi ou pour toute formation à l'initiative du salarié. Vous pouvez mobiliser pour tout ce qui est formation ADR 8.2, donc la formation des conducteurs, que ce soit en initial ou en recyclage, et pour toutes les formations de préparation à l'examen CSTMD, donc conseiller à la sécurité, que ce soit là aussi en initial ou en renouvellement, il est tout à fait possible de mobiliser son CPF. Pour cela, il faut que les formations que vous souhaitez faire soient inscrites sur mon compte formation.fr. Et je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2022, seuls les organismes habilités par le certificateur, en l'occurrence pour les formations ADR 8.2, il s'agit du ministère des Transports, et pour les formations préparation à l'examen CSTMD, il s'agit aussi du ministère des Transports, mais surtout du CIFMD qui agit par délégation du ministère des Transports et qui organise les examens. Seuls ces organismes habilités par ces certificateurs peuvent enregistrer les formations et mobiliser le financement. Un petit moment de pub, bien entendu, dans les deux cas, que ce soit le 8.2 ou les formations conseillées à la sécurité, la PTH est habilitée et donc vous pouvez, si vous avez le souhait d'utiliser votre CPF, le faire via la PTH, surtout si vous avez la moindre difficulté ou si dans les membres de vos équipes ou de vos salariés, certains souhaiteraient mobiliser ces financements, qu'ils n'hésitent pas à appeler nos services. Nous saurons les aider et les guider pour trouver la formation qui leur convient le mieux. Ensuite, bien sûr, l'autre volet, c'est le plan de développement des compétences et tout ce qui est lié au plan, ce qu'on appelait autrefois le plan formation de l'entreprise, tout ce qui est lié au financement des entreprises. Je rappelle que pour les moins de 50 salariés, aujourd'hui, ce sont les seuls à disposer à avoir une contribution légale au budget plan de formation. Donc, si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés, vous cotisez à ce qui s'appelle le plan de formation. Mais bien souvent, vous avez intérêt, et ça va être mon deuxième point, à vous rapprocher de votre opérateur de compétences, c'est-à-dire de votre OPCO. C'est lui qui va gérer les contributions conventionnelles de la branche, c'est-à-dire que dans certaines branches professionnelles, vous pouvez avoir des contributions qui peuvent aller au-delà des minimums légaux ou des contributions où on peut vous demander aussi de faire des contributions volontaires, ce qui voudrait dire dans ce cas-là que l'OPCO concerné prendra en charge le financement. C'est lui aussi qui financera l'accompagnement au retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et qui accompagne les plans de développement des compétences des entreprises, donc de moins de 50 salariés, qui peut aussi intervenir sur le FNE, le Formation nationale pour l'emploi. Je vous rappelle cela. Ça veut dire que quand vous avez des projets de formation, mais quels qu'ils soient, on parle là des formations de l'ADR, mais ça peut être toute autre formation, réfléchissez, programmez, organisez et anticipez et rapprochez-vous de votre OPCO, pardon, vous voyez, l'ancien mot me revient naturellement de votre OPCO. Il est là pour vous aider et vous accompagner et en général, ils sont de plus en plus performants dans ce domaine. Avec qui se former? Alors là, vous voyez apparaître à l'image l'ensemble des domaines que nous avons traités lors de cette intervention. Comme nous vous l'avons dit, pour les formations ADR 8.2, il faut être agréé par le ministère du Transport. C'est le cas de la PTH depuis des années et des années. Nous avons été même le premier organisme agréé pour dispenser ces formations ADR 8.2. Et je rappellerai que pour les moins de 20 ans, enfin, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais les plus de 20 ans se rappellent certainement, on parlait du certificat APTH avant de parler du certificat ADR. Ensuite, mais bien sûr, toutes les formations autres que les formations 1.3 et dans les questions que j'ai pu
voir qui sont apparus dans le chat, mais c'est un peu la même chose sur les obligations de sûreté, le remplissage et les techniques d'arrimage. Souvent, vos questions sont liées à votre activité, sont liées à des besoins spécifiques, à des publics spécifiques, à des transports, à des types de transports spécifiques. Je crois que sur ces formations-là, rien ne vaut le sur-mesure et l'équipe de la PTH est là pour vous aider à trouver la formation ou à bâtir la formation qui répondra le mieux à votre demande. Et je ne reviens pas sur les conseillers à la sécurité où là, nous avons, avant chaque session d'examen, tout un parcours aussi complet que possible pour vous permettre d'accéder à et de vous préparer à cet examen, puisque je vous rappelle que la formation est obligatoire. Donc, bien entendu, le pionnier est toujours leader de ces formations qu'est la PTH, est là pour vous aider et vous accompagner. Et pour cela, je m'aperçois qu'il me manque pour cela, vous avez toute une équipe de délégués régionaux qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à les contacter. Vous les trouverez quand nous publierons le podcast de cette intervention. Il y aura une slide supplémentaire qui a disparu là dans la présentation que vous avez sous les yeux et qui vous présentera l'ensemble des DR avec des délégués régionaux et de leurs assistantes avec leurs coordonnées pour que vous puissiez les contacter quand vous le souhaitez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions, Yves. Nous avons été un petit peu plus rapide que nous l'avions prévu initialement, mais écoutez, je vais m'en arrêter là. J'espère que cette gamme de formation obligatoire au sens de l'ADR est un petit peu plus plus claire pour vous. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute autre question. N'hésitez pas à nous contacter. Et comme je l'ai écrit et comme je le disais, pompeusement, le podcast de cette intervention sera publié dans la rubrique actualité de notre site internet www.apth.fr. Et si cela fonctionne, mais ça aussi il y aura un lien sur LinkedIn pour pouvoir réécouter ou trouver les informations que vous auriez manquées. Voilà, merci à toutes, merci à tous, et j'espère que nous avons répondu à vos questions et à ce que vous entendiez. Merci, au revoir, bonne fin d'après-midi.